Divorcez-moi. Vous savez pourquoi? Le lendemain de l'enterrement, mon mari l'a dit en toute décontraction. Ma sœur s'accrochait à lui, les bras enroulés autour de son cou. On aurait dit qu'il n'essayait même plus de le cacher. Je n'ai pas hérité de mon père. Dès qu'ils l'ont su, c'est ce qu'ils ont fait. Ma sœur, ma mère et mon ex-mari affichaient tous des sourires minables, mais leur sourire et leur vie allaient s'effondrer, même si personne ne le sait encore. Je m'appelle Kelly Harrison. J'ai grandi dans une maison rurale avec une longue histoire. Nous avions une maison et un jardin spacieux dans lesquels se dressait une structure aussi majestueuse qu'un site du patrimoine mondial, avec des marques étalées comme si un ovni avait atterri. Bien sûr, ce n'était qu'une espièglerie de notre part. C'est un souvenir cher créé avec mon père. Elle avait réussi dans l'immobilier mais avait rêvé d'être écrivain dans sa jeunesse. Cependant, il remplissait la première page d'un cahier, puis abandonnait son rêve, et le cycle se répétait. Ces cahiers inachevés, il les jetait presque tous. Ma mère disait, c'est bizarre qu'il soit toujours assis dans son bureau, seul avec son cahier. Qu'y a-t-il de si amusant à cela? Et ma sœur exprimait ouvertement son dégoût. Je déteste papa. Il est si sombre. Avant que les ordinateurs ne se répandent, il n'aimait pas montrer ses documents manuscrits à qui que ce soit et utilisait son cher traitement de texte. Ce cahier que j'ai est le seul qui reste. Il contient des poèmes. Est la première fois que j'ai vu l'écriture de mon père. Je ne veux pas me prononcer sur la qualité de la poésie, mais il était clair qu'il était un grand romantique. Fasciné par les mystères anciens et les phénomènes surnaturels. Il m'appelait dans le jardin pour poser des pierres en forme de charnière. Il créait des cercles de culture en coupant les mauvaises herbes pour leur donner des formes inhabituelles. Je suis probablement le seul à connaître cette facette de mon père. Ma mère et ma sœur ne s'intéressaient à mon père qu'en tant que magnate de l'immobilier. Il rentre rarement à la maison et elle le considère comme une simple vache à lait. Lorsque ma mère a vu l'art du jardin, elle l'a critiqué en disant qu'il était bizarre. Ma sœur s'est moquée en disant qu'il s'agissait d'une véritable folie. Avant de l'épouser, je n'avais aucune idée qu'il avait des hobbies aussi stupides. Ma mère n'a jamais compris ni essayé de comprendre les hobbies de mon père. Elle ne s'intéressait probablement qu'à sa richesse. Elle était donc froide, même envers moi, qui partageais ses hobbies. Influencée par ma mère, ma sœur était également froide envers mon père et moi. Il n'est pas étonnant qu'il se soit plongé dans son travail. L'environnement familial devait être inconfortable. Pour échapper à cette situation familiale, j'ai déménagé à New York pour aller à l'université. Voyant cela, ma sœur n'a cessé de s'insurger contre cette injustice. Et ce, bien qu'elle ait choisi de rester la célèbre Miss Harrison de notre ville natale. J'ai rencontré Matt, un étudiant en littérature, et je l'ai épousé à l'âge de 25 ans. On le décrivait souvent comme beau et attentionné, mais en réalité, il était calculateur et n'impressionnait qu'en apparence. Après notre mariage, il ne m'a plus considéré que comme un objet et j'ai été continuellement exposé au harcèlement moral et au harcèlement de pouvoir. Il a surtout rabaissé mes activités littéraires au rang de passe-temps puéril et il a rejeté mes efforts dans le domaine universitaire en les considérant comme de simples émissaires temporaires pour l'emploi. De toute façon, en fin de compte, tu es ma femme, disait-il. En d'autres termes. C'est moi le patron et tu dois suivre mes ordres. Je ne pouvais pas le contredire et je l'ai toujours supporté. C'est dans ce contexte que s'inscrit l'état actuel de notre relation. Elle travaille dans une entreprise assez prestigieuse. Cela devrait suffire. Qu'est-ce qui te rend si malheureux, me disaient mes amis. Face à de tels commentaires, je ne pouvais pas argumenter davantage. Je ne voulais pas inquiéter mon père et je n'ai donc jamais discuté de la situation avec lui. De plus, si ma mère et ma sœur l'apprenaient, il était évident qu'elles se moqueraient de moi parce que je n'avais pas réussi à trouver un homme convenable, même après avoir fait des études universitaires. Après tout, ma mère avait donné la priorité à la recherche d'une personne dotée d'un bon jugement et avait épousé mon père, le considérant simplement comme un objet. Ma sœur, qui avait été témoin du mode de vie de ma mère, n'a cessé d'avoir des petits amis et de rompre avec eux. Ma sœur était en effet séduisante et populaire. Cependant,
Elle semblait approuver mon mari en disant, chaque fois qu'elle me voyait, pourquoi quelqu'un comme toi se retrouverait avec quelqu'un comme lui sans vraiment connaître son vrai visage. Un jour, alors qu'elle me contactait rarement, ma mère et ma sœur m'ont appelé à l'improviste en me disant, amène ton mari et reviens vite à la maison. En effet, mon père, âgé de 65 ans, avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Malgré tout, le message vient avec ton mari était inhabituel. Un sentiment d'inquiétude persistait dans mon esprit. Lorsque la maison est apparue, mon mari a dit avec enthousiasme, votre maison est vraiment grande. L'étincelle dans ses yeux montrait clairement ce qu'il pensait. Vous vous occuperez de votre père, nous ont dit ma mère et ma sœur, en nous forçant à vivre dans la maison familiale. S'occuper de mon père n'était pas un fardeau. Mais leurs intentions étaient claires. Elles disaient qu'elles n'avaient pas le temps de lui rendre visite à cause de leur travail, mais en fait elles ne travaillaient pas. Mais nous avons notre propre vie, ai-je protesté. Mais mon mari a facilement accepté, en disant, vivre ici n'est peut-être pas si mal. Ton mari est vraiment gentil, ont-ils dit tous les deux, avec des sourires satisfaits, et mon mari n'a pas pu s'empêcher de rire, rêvant d'une vie luxueuse dans un manoir. Dans cet espace, je ne pouvais rien dire. Le lendemain, je suis allé rendre visite à mon père seul. Il avait repris conscience mais avait du mal à parler. S'efforçant de parler, il a tout de même dit, je suis content que tu sois venu et a affiché un étrange sourire. En fait, je vais vivre à la maison avec Matt, lui ai-je dit. Il m'a alors demandé à voix basse, tu t'entends bien avec Matt? Je n'ai pas pu répondre clairement et j'ai simplement hoché la tête. Même s'il ne se sentait pas bien, mon père parlait de choses et d'autres. Je veux créer un autre patrimoine mondial dans le jardin. Quand tu auras un enfant, jouons ensemble, Kelly, tous les trois. C'est vrai. Peut-être que j'écrirai un conte de fées pour ton enfant, a-t-il dit, et fatigué de parler, il a lentement fermé les yeux. J'y tenais la main de mon père et les larmes coulaient naturellement de mes yeux. Il approchait de la fin de sa vie. Il voulait continuer à sentir la chaleur des mains de sa famille, ce qui aurait dû être important pour lui. Par la suite, j'ai été le seul à continuer à rendre visite à mon père. De plus, j'étais également chargé de préparer les repas pour ma mère et ma sœur. Bien sûr, je cuisinais pour mon mari et toutes les tâches ménagères, y compris le nettoyage et la lessive, étaient de mon ressort. Ma mère dit que je dois remplir mon rôle de femme au foyer. Ma sœur était très heureuse de la visite de mon mari. Lorsqu'elle m'a dit que ce n'était pas juste d'être mariée à mon mari. C'était sincèrement du fond du cœur. Tu peux porter les sacs? Conduire la nouvelle voiture est un peu difficile, invitait souvent ma sœur à sortir avec mon mari. Mon mari semblait également apprécier de passer du temps avec ma sœur, qui aime se faire remarquer. Mon beau mari et ma belle-sœur se traitent l'un l'autre comme des accessoires dont on peut être fier. Ils font vraiment un beau couple lorsqu'ils sont ensemble. De plus, ils me partagent comme un exutoire émotionnel commun. Leurs loisirs s'accordent également. À notre retour de l'hôpital, il est évident que leur relation s'est approfondie. J'ai compris pourquoi ma mère et ma sœur avaient insisté pour amener mon mari. Elles voulaient le rallier à leur cause. Ainsi, elles pourraient contrôler librement l'héritage que je recevrais. Même si l'héritage devenait entièrement le mien, mon mari le gérerait. Vos biens sont mes biens, estiment-ils. Leurs actions sont très flagrantes et il est clair qu'ils me méprisent. Ils semblent penser que je ne peux pas m'opposer à eux. Dès que j'en ai le temps, j'entre secrètement dans le bureau de mon père et je me réconforte avec ses carnets et ses trésors que je suis la seule à connaître. C'est devenu ma seule consolation. Ces journées se sont poursuivies pendant 2 mois. Un jour, je me suis rendue à l'hôpital avec un nouveau livre de poche. Il s'agissait d'une nouvelle publication d'un auteur que mon père aimait, et j'avais l'intention de le lui lire à son chevet. Mais ce jour-là, mon père est décédé. Ma mère et ma sœur n'ont pas pu cacher leur émotion. Bien qu'elles ne fassent habituellement rien, elles ont été étonnamment rapides dans la préparation de la veillée funèbre. Et elles sont rapidement passées à la discussion sur l'héritage. Ma mère a dit, « Tu n'as pas l'intention d'exiger un héritage, n'est-ce pas ?» Et ma sœur de poursuivre, « Tu as quitté la maison pour aller à l'université et te marier, tu ne devrais donc pas t'attendre à recevoir un héritage. » Pour elle,
Je suis cataloguée comme la fille froide qui a abandonné son père à 19 ans, et elles me disent simplement, tu devrais être reconnaissante d'avoir été là à sa fin. Ils disent que cela compensera quelque peu la culpabilité envers papa. C'est ce qu'ils voulaient dire en me laissant m'occuper de lui. Ils se moquaient des loisirs de papa et en riaient. Ils ne lui ont jamais rendu visite, même une seule fois. Je n'ai rien pu dire en retour, je me suis mordu la lèvre et j'ai quitté les lieux. Ils interpréteront probablement mon silence comme un consentement. Comme la mort de mon père était inattendue, ma mère et ma sœur essaient probablement de me convaincre tant qu'elles le peuvent. C'est pourquoi j'ai senti intuitivement que je devais éviter les déclarations imprudentes. À fur et à mesure que les préparatifs des funérailles avançaient, ma famille semblait ne pas se préoccuper de moi, et leur intérêt pour moi s'était presque estompé. Ce qui me reste, c'est un mot que mon père m'a transmis dans la chambre d'hôpital, disant, s'il arrive quelque chose, appelez ce numéro. Je ne voulais pas que quelqu'un entende, je me suis donc enfermée dans le bureau et j'ai appelé. Personne d'autre que moi ne vient dans ce bureau. Cette pièce renferme des émotions et des souvenirs profonds qui n'appartiennent qu'à moi. Je me demande combien je pourrais obtenir en vendant ces livres sur l'étagère. C'est à peu près tout ce que ma sœur et ma mère ont dit au sujet des affaires de mon père dans le bureau. Lorsque j'ai terminé l'appel et ouvert la porte, j'ai fait face à mon mari. Où t'es-tu perdu dans les souvenirs qu'il a interprétés tout seul, l'expression remplie de mépris. Vous avez parlé de l'héritage à l'hôpital? C'est la remarque qu'il a faite à sa femme qui venait de perdre son père. Et elle doit valoir 10 millions de dollars en liquide. Et quelle est ta part, lui demande-t-il avec un rire moqueur. Cette expression est son vrai visage? Que je suis la seule à connaître. Il s'est probablement déjà entendu avec ma sœur sur le partage de l'héritage. Je n'ai rien répondu. Mon mari s'est contenté de dire « Ah !» Et il est parti dans le couloir. Divorce-moi, tu sais pourquoi? Le lendemain de l'enterrement, mon mari l'a dit en toute décontraction. Ma sœur s'accrochait à lui, les bras enroulés autour de son cou. On aurait dit qu'il n'essayait même plus de le cacher. Que voulez-vous dire par j'ai demandé? Je connaissais la raison évidente, mais je voulais en savoir plus. Cependant, ce n'est pas lui qui a répondu, mais ma sœur. Elle m'a accusé de manquer de respect à notre père et à la maison familiale. Mon mari a ricané et a ajouté, c'est pour cela qu'on ne peut pas te faire confiance. Je n'arrivais pas à croire qu'il puisse dire de telles choses tout en continuant à avoir une liaison avec ma sœur et en m'ayant comme épouse. Nous allons nous marier. Déclara fièrement ma sœur, en entourant sa taille de ses bras. Tout ce qu'elle voulait, c'était un homme qui la féliciterait tout le temps. Il n'était qu'un outil pour la féliciter. Et c'était tout ce dont elle avait besoin de sa part. Un sourire satisfait se dessina sur son visage. Pour elle, le sentiment de supériorité qu'elle éprouve en me le volant semble plus grand que le mariage lui-même. Même ma mère, qui avait observé la scène en cachette, s'est réjouie et a déclaré, avec ça, je coupe les ponts avec toi. À partir de ce moment-là, la sœur et la mère de mon mari me sont devenues étrangères. J'ai observé la situation objectivement, estimant que leurs actions étaient méprisables et pitoyables. Et le fait que je fasse partie de la même famille que ces personnes m'a également fait me sentir mal dans ma peau. J'ai quitté les lieux sans dire un mot. Après avoir terminé leur déclaration à mon égard, ils semblaient s'être complètement désintéressés de moi. Avant de quitter la maison, j'ai voulu sentir une dernière fois la chaleur de mon père. Je suis donc retournée dans le bureau et j'ai pris le carnet de mon père. Il contient des poèmes maladroits, mais pour moi, c'est un souvenir irremplaçable. C'est aussi une partie des rêves de mon père. Lorsque j'ai tenu le carnet, j'ai eu une étrange prémonition. J'ai eu l'impression que mon père essayait de me dire quelque chose. Guidé par cette sensation, j'ai sorti un nouveau livre de poche du sac que je portais à l'épaule. Oui, je comprends, papa. J'ai eu l'impression d'entendre la voix de mon père. Je n'avais plus de maison. Je me suis retrouvée seule. Heureusement, un ami m'a permis de rester chez lui pendant un certain temps. Je pensais que cela ne durerait pas longtemps. Et comme prévu, j'ai été convoquée en moins d'un mois. Lorsque j'ai visité la maison familiale après une longue période, ma mère,
ma sœur et mon ex-mari, qui avaient tous le sourire aux lèvres auparavant, étaient maintenant réunis avec les sourcils froncés. Un avocat qui m'avait contacté était également présent. En fait, j'étais en contact avec cet avocat depuis un certain temps. La note que j'avais reçue de mon père contenait ses coordonnées et je connaissais déjà la situation, mais j'ai prétendu qu'il s'agissait de notre première rencontre et j'ai échangé des salutations. L'avocat n'a pas abordé cette situation et s'est présenté à nouveau. Ensuite, il a commencé à expliquer la raison pour laquelle j'étais convoqué. Permettez-moi de vous le confirmer à nouveau. L'héritage de votre père, d'une valeur de 10 millions de dollars en espèces, sera transféré à Kelly. L'avocat a expliqué les détails de l'héritage devant MOI. Ma mère et ma sœur auraient dû entendre ces détails de la bouche de l'avocat la veille. Je connaissais aussi ces informations, mais j'ai pensé qu'il ne serait pas naturel de faire semblant de ne pas savoir. Alors je n'ai rien dit et j'ai écouté tranquillement l'avocat. Tu as su et tu t'es tu lorsque mon ex-mari m'a confronté. Ma mère et ma sœur ont semblé surprises par son attitude, troublées par son changement radical. Cependant, lorsque l'avocat est intervenu, ma sœur a haussé le ton et m'a dit, « Tu as dit que tu ne voulais pas de l'héritage. » Je n'avais jamais dit une telle chose, bien sûr. Bien sûr, ce n'était qu'un monologue intérieur, et j'ai fait en sorte de ne pas l'exprimer. Comme enflammée par les paroles féroces de ma sœur, ma mère a également crié haut et fort, « Je ne me souviens pas avoir élevé une telle fille. » Puis, comme si les verrous sur leur cœur s'étaient relâchés d'un seul coup, les mots ont fusé sans discontinuer, « J'étais une épouse et une mère exemplaire, personne n'aimait son père autant que nous, au contraire. Kelly a abandonné la famille, elle a dû venir chercher l'héritage lors de la dernière visite. C'est ridicule que quelqu'un comme toi s'accapare l'héritage. Renoncez Y. Ce montant est trop élevé pour vous. Nous avons déjà fait des plans pour utiliser cet héritage. Oui, en fin de compte, tout se résumait à une question d'argent. Je me suis contenté d'observer tranquillement la situation, qui était trop banale pour être vue. Penser que je partage le même sang avec de telles personnes me rendait étrangement triste. Tout le monde se calme, s'il vous plaît, a appelé l'avocat, trouvant le bon moment. C'est alors que ma sœur, qui criait il y a quelques instants, s'est soudain crispée et a dit, « J'ai quelque chose à vous dire. Il y a un Nouveau Testament que papa a écrit pendant qu'il était à l'hôpital. » Son expression était nettement plus rigide qu'auparavant. Qu'est-ce qu'elle va dire maintenant, alors qu'elle ne s'est même pas montrée à l'hôpital? Pourquoi ne pas l'avoir dit dès le début? Lorsque l'avocat a posé la question à ma sœur, elle a eu l'air un peu perplexe et a répondu en détournant le regard. De toute façon. Vous comprendrez quand vous le verrez. Elle pensait probablement que je renoncerais simplement à mes droits, mais sentant que les choses pourraient prendre une direction inattendue, elle a fait un pari désespéré. Ma sœur l'a prétendu, mais il était impossible que mon père ait rédigé un testament dans ces circonstances. Mon père a écrit dans son journal que l'héritage devait aller à ma mère et à moi, dit-elle. C'est son carnet de notes manuscrites, mais il ne doit contenir que de la poésie. Cela fait partie des passe-temps de ma mère et de ma sœur, mais c'est la seule preuve de l'écriture de mon père, alors elle a dû s'y fier. Alors, pouvons-nous voir ce journal, a demandé l'avocat en me regardant. J'ai croisé le regard de l'avocat et j'ai hoché légèrement la tête. Ma sœur a conduit tout le monde dans le bureau avec assurance. En fouillant dans l'étagère, elle a fini par trouver le livre et l'a tendu à l'avocat. Est-ce son journal? A demandé l'avocat en regardant le livre qu'il avait reçu de ma sœur. Il s'agissait manifestement d'un roman de poche. Mon père était doué pour éviter le regard des gens, a dit ma sœur, et ma mère a ajouté, oui, il utilisait toujours ce petit carnet et ne voulait le montrer à personne. En fait, si mon père utilisait ce carnet de poche, il était surtout composé de pages blanches. Ce livre de poche a été publié selon le principe du lecteur qui remplit le contenu, et mon père avait l'intention d'y écrire ses propres romans et poèmes. Mais il a fini par abandonner. Ma mère et ma sœur savent seulement que mon père l'a utilisé comme un simple carnet de notes. C'était son petit souhait de voir ses propres livres sur une étagère. Êtes-vous sûr que c'est le bon livre? Demanda l'un d'eux. Il n'y a pas d'erreur. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Répondit ma sœur avec irritation.
Es-tu sûr qu'il n'y a pas d'erreur avec cette couverture de livre de poche? Je te dis que c'est une erreur. Je te dis que ce n'est pas une erreur, a rétorqué ma sœur, qui a pris le livre des mains de l'avocat et a commencé à le feuilleter. L'écriture nostalgique de mon père était visible dans les coins des pages. Quelque part sur cette page pouvait se trouver un testament ajouté par ma mère. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'impression que mes souvenirs étaient en train d'être ternis. Avocat, comme je l'ai dit avant de prendre la parole, j'ai ouvert la bouche avant que ma sœur n'atteigne la page cruciale. L'avocat a levé les yeux des mains de ma sœur et a déclaré tranquillement que, malheureusement, ce testament était un faux. Pourquoi, sans rien vérifier, a rétorqué ma sœur. J'ai échangé cette couverture avec celle d'un autre livre il y a un mois, ai-je révélé. Ce jour-là, avant de quitter la maison, j'ai visité le bureau de mon père et je me suis senti mal à l'aise. Puis j'ai remis le livre en évidence sur l'étagère. Ma sœur est tombée dans le piège. Pourquoi la couverture a-t-elle de l'importance, dit ma sœur d'un ton de défi. Elle ne s'est pas arrêtée pour réfléchir. Pourquoi as-tu fait ça? On dirait que son esprit ne va pas aussi loin. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit à l'intérieur, dit aussi ma mère. Je te le redemande, es-tu sûr de cette couverture que j'ai regardée dans les yeux de ma sœur? L'avocat a confirmé, elle a bien dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Il m'a fait signe de conclure. J'ai pris une grande inspiration. C'est le point culminant. Et la couverture du carnet est tirée d'un livre sorti le jour du décès de papa que j'ai annoncé. Il y a eu un moment de silence, mais il semblait que ma mère et ma sœur n'avaient pas encore tout à fait saisi le sens. Leurs yeux vacillaient d'inquiétude. En bref, il était impossible que papa ait écrit un testament dans ce livre, dit l'une d'elles, et les visages de ma sœur et de ma mère devinrent peu à peu pâles. Vous avez falsifié ce testament, n'est-ce pas? Déclarai-je, et il sembla qu'elle pouvait comprendre. Mais elle n'avait pas réfléchi aussi longtemps à l'avance. La falsification du testament aurait dû être facilement révélée par une bonne analyse de l'écriture, mais elles étaient trop pressées pour s'en rendre compte. Et il semblait que ma sœur et ma mère n'avaient plus la force de dire quoi que ce soit. Même si le testament est faux, mon ex-mari a rompu le silence. En fait, j'ai été choquée que rien ne leur ait été laissé à tous les deux, commença-t-il d'une voix qui tentait de susciter une sympathie différente de celle d'avant. Il essaie toujours de sauver les apparences. Tu n'as pas l'intention de tout garder pour toi, n'est-ce pas, me demanda-t-il. Pourquoi dirait-il cela? Je ne suis plus sa femme ni sa famille. Mais l'avocat continue. La falsification d'un testament est un problème. En falsifiant un testament, ils perdent le droit de recevoir tout héritage, et un tel acte est considéré comme un crime légal. Compte tenu de ce fait, l'avocat a suggéré de porter plainte auprès de la police. C'est alors que mon ex-mari s'est exclamé. Oh, c'est leur faute, je n'ai aucun lien. Kelly, tu comprends que je ne suis pas ce genre de personne, n'est-ce pas? Je suis resté abasourdi par sa déclaration, sans voix. L'avocat m'a fait un sourire en coin. Comment peut-il être aussi égocentrique, que voulez-vous dire, ma sœur, qui était dans un état second, a réagi aux paroles de mon ex-mari et a crié, qui voudrait l'écrire avec une écriture aussi masculine, dit-elle, et s'adressant avec colère à mon ex-mari, comment peux-tu dire que c'est nous qui l'avons fait et pas toi? Sur ce, elle a lancé le carnet qu'elle tenait à la main vers mon ex-mari. Le carnet a volé dans les airs, a heurté l'épaule de mon ex-mari et est tombé sur le sol. Permettez-moi de clarifier ce qu'a dit l'avocat. J'étais en possession d'un document notarié. Même si le contenu de l'agenda provenait réellement du défunt, le contenu du document notarié a légalement la priorité, a-t-il ajouté. Alors, a-t-il poursuivi, vos actes constituent un acte criminel. Prenant conscience de ce fait, tous les trois ont soudain commencé à faire face à la réalité. Je vais expliquer plus en détail ce que l'avocat s'apprêtait à faire pour poursuivre la conversation. En droit des successions, il existe un concept de part légale d'héritage. Ainsi, même si un testament précise que tous les biens reviennent à une personne déterminée, les héritiers effectifs se voient garantir une certaine part de l'héritage. Dans le cas présent,
L'épouse du défunt aurait droit à un quart et sa fille à un huitième, soit respectivement 2,5 millions et 1,25 million de dollars, bien que des déductions de droits de succession soient nécessaires. Lorsque l'expert juridique leur a fait part de cette dure réalité, ils se sont effondrés, impuissants. Et la suite des événements a été plutôt banale. Pensant recevoir des dizaines de millions de dollars, ils avaient contracté des emprunts importants et s'étaient laissés aller à la dépense. Je ne me suis pas intéressé à leur situation lorsque leurs plans ont échoué et que leurs dettes ont gonflé. Après que l'avocat les a dénoncés à la police, une enquête policière a été ouverte. Ils ont échappé aux poursuites pénales, mais ils ont fini par devoir payer des amendes et leur vie semblait être devenue encore plus difficile. Depuis lors, je n'ai plus été en contact avec eux. Être lié à une telle sœur et à un ex-mari violent était désagréable, et j'espère qu'ils ont divorcé. La dernière fois que je l'ai vue, ma mère avait l'air très fatiguée. J'ai entendu dire qu'elle avait été hospitalisée, mais je n'avais pas envie de lui rendre visite. Ce sont eux qui ont rompu la relation. Le carnet de mon père, jeté par ma sœur, avait la couverture légèrement pliée, et les pages à l'intérieur étaient tracées de lignes et très abîmées. Ce fait m'attristait. Pour ma mère, ce n'était rien d'autre qu'un objet effrayant, et pour ma sœur, ce n'était qu'un moyen de tromper les autres. Mon ex-mari n'y avait vu qu'un outil pour générer de l'argent. Et pour eux, mon père était devenu un moyen de gagner de l'argent. En revanche, ce carnet était un symbole d'espoir pour mon père. Et pour moi, il est la preuve des rêves inachevés qu'il a laissés derrière lui. Mon père était le seul membre de la famille vraiment important pour moi. Cela m'amène à m'interroger sur ce qu'est vraiment la famille. Mon père était-il vraiment heureux? Étais-je un membre de la famille précieux pour mon père? J'aurais dû parler davantage avec lui. Je veux que le jardin redevienne un site du patrimoine mondial. Quand tu auras des enfants, jouons encore ensemble, Kelly. Peut-être que j'écrirai un conte de fées pour ton enfant. Ce sont les derniers mots que mon père a prononcés sur son lit de mort, et même aujourd'hui, il continue à vivre dans mon cœur. Bien que mon père n'existe plus physiquement, les promesses que nous avons faites respirent toujours en moi, et je ressens fortement sa présence. C'est pourquoi j'ai pris la ferme décision de poursuivre les rêves que mon père m'a laissés et de les réaliser. Après avoir payé les droits de succession, il reste environ 4 millions de dollars de l'héritage que j'ai reçu de mon père, et je me prépare à poursuivre son héritage avec cette somme. Ma mère et ma sœur ont déménagé pour commencer une nouvelle vie, et la maison dans laquelle nous avions vécu pendant de nombreuses années a été vendue. Actuellement, j'approfondis mes études à l'université, apprenant comment les différents domaines de la littérature, de la poésie, des romans anciens et même du surnaturel sont interconnectés sur le plan académique. Ma vie n'est pas luxueuse, mais mes études quotidiennes me procurent un grand sentiment d'accomplissement. Je ne vis pas seul, j'accomplis la mission de vivre la vie de deux personnes, en portant l'héritage de mon père. Nous sommes unis dans l'esprit. Nous avançons sur le chemin auquel nous croyons sans nous laisser influencer par les opinions négatives des autres. Mon père était plus qu'une famille pour moi, c'était un compagnon irremplaçable avec qui je pouvais partager des rêves. C'est pourquoi je suis convaincu que continuer à poursuivre les rêves qu'il a vus est l'hommage le plus significatif que je puisse lui rendre. Ainsi, même si mon père n'est pas physiquement présent, j'ai le sentiment qu'il vit toujours spirituellement avec moi. Nos rêves communs continueront à briller sans être altérés par le temps.